19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Selon les dernières informations du Financial Times et d'autres sources internationales, les négociations entre Washington et Téhéran à Islamabad sont effectivement dans une impasse critique concernant le détroit d'Ormuz. L'Iran a intensifié ses concertations avec Beyrouth pour tenter de garantir que le cessez-le-feu de 2 semaines conclu le 8 avril avec les États-Unis s'étende à l'ensemble du front libanais. Agression sioniste contre le Liban, 10 victimes dont 3 secouristes fauchés par les frappes sionistes dans le sud du pays. Le pape Léon XIV entame une visite officielle en Algérie lundi 13 avril. Pour Monseigneur Guillot, le pape vient à la rencontre de tout un peuple. Et tournant historique pour la Libye, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État signent le tout premier budget unifié du pays depuis plus de 13 ans. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Selon les dernières informations du Financial Times et d'autres sources internationales, les négociations entre Washington et Téhéran et Islamabad sont effectivement dans une impasse critique. Concernant le détroit d'Ormuz, l'impasse persiste en raison des exigences légitimes de l'Iran qui n'est pas prête à sacrifier sa sécurité. Les deux parties ont déjà eu 2 sessions de négociations. Une 3e a débuté ce soir selon la Maison-Blanche. Deux destroyers de la marine américaine ont franchi samedi le détroit d'Ormuz afin de commencer à poser les conditions d'un déminage de cette voie maritime stratégique contrôlée par l'Iran. C'est ce qu'a affirmé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a annoncé pour sa part sur les réseaux sociaux que l'armée américaine entame actuellement le déminage du détroit en guise de service rendu à de nombreux pays à travers le monde, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres pays. Car ces pays, selon lui, n'ont pas le courage ou la volonté d'accomplir ce travail eux-mêmes. Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé une coordination étroite avec le Liban pour s'assurer qu'un éventuel cessez-le-feu soit respecté sur tous les fronts. Cette médiation multilatérale au Pakistan bénéficie du soutien explicite de responsables libanais. Ces derniers privilégient ce canal diplomatique régional à une série de discussions séparées initialement envisagées à Washington. L'objectif central de ces rencontres demeure l'établissement d'un cadre global de désescalade pour stabiliser la région après plus d'1 mois de guerre. Un cessez-le-feu, un arrêt des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, fait partie intégrante de l'accord de cessez-le-feu. Ce n'est pas seulement ce que nous avons dit ou affirmé. Le médiateur pakistanais l'a également déclaré explicitement. C'est ce que nous exigeons et ces derniers jours, cette question a été soulevée très clairement. Depuis hier, date de notre arrivée, les communications entre Islamabad et Beyrouth sont constantes. Nous sommes en contact avec notre ambassadeur à Beyrouth, qui nous fait régulièrement rapport, ainsi qu'aux autorités libanaises compétentes, afin de garantir la mise en œuvre des engagements pris concernant le cessez-le-feu sur tous les fronts. Tous les yeux sont rivés sur le Pakistan où se tiennent les négociations entre l'Iran et les États-Unis. En Iran, aujourd'hui, toutes les discussions tournaient autour de ce qui allait résulter de ces négociations. Si les Iraniens espèrent un retour au calme et la fin des hostilités, ils restent tout de même très sceptiques. Souila Kilal. Dans les rues de Téhéran, tout semblait normal ce samedi. Les véhicules remplissaient les routes, les piétons allaient et venaient, alors qu'un cessez-le-feu fragile était maintenu. Malgré ce calme apparent, la tension restait palpable. Un seul sujet occupait les esprits, les pourparlers avec les États-Unis. Si les Téhéranais espèrent une issue favorable avec à la clé la fin de la guerre, ils restent néanmoins sceptiques car les enjeux sont cruciaux et le moindre point de discorde peut compromettre les négociations. Les Téhéranais l'ont bien compris, il faudra attendre sans trop espérer.
Il n'est pas improbable que les négociations échouent et que la guerre reprenne. On ne peut absolument pas faire confiance aux États-Unis. Même si nous obtenons des résultats concrets et définitifs, il est toujours possible que l'accord échoue. Le droit international prime sur les accords et les arrangements et le gouvernement américain l'a fréquemment violé. C'est donc entre timide espoir des uns et scepticisme des autres que les Iraniens ont appréhendé cette journée de négociation. Les sanctions, le détroit d'Ormuz, l'enrichissement nucléaire et les frappes sionistes sur le Liban figurent parmi les principaux dossiers à l'ordre du jour de ces discussions sous médiation pakistanaise. Les Iraniens espèrent que leur délégation puisse mener à bien ce nouveau train de négociation. J'espère simplement que la délégation iranienne mènera les négociations avec sagesse et intelligence pour parvenir à la paix, car la guerre ne profiterait à aucun pays. Nous avons été durement touchés, les pertes ont été considérables. J'espère que les pourparlers aboutiront à des résultats très positifs afin que nous puissions compenser les pertes subies et faire progresser le pays. Je soutiens les négociations car la guerre a assez duré jusqu'à présent. Les deux camps ont compris qu'ils n'avançaient pas par la guerre. Avec tant de destruction et de morts, il ne resterait rien pour les populations à la fin. Il vaut donc mieux faire la paix et vivre en harmonie. Ces négociations visent à transformer un cessez-le-feu de 2 semaines en un cadre durable de paix. Mais dans l'état actuel, la trêve reste fragile, minée par de nombreux désaccords et des positions divergentes. D'ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé que Téhéran abordait ces discussions avec une profonde méfiance, les 2 précédentes négociations arrêtées par la guerre lancée contre l'Iran étant toujours vives dans l'esprit des Iraniens. Le Liban, directement touché par cette guerre au Moyen-Orient, est particulièrement ciblé par les frappes sionistes ces derniers jours. Le ministère libanais de la Santé fait d'ailleurs état d'une intensification alarmante de l'agression contre le pays, avec un bilan s'élevant désormais à 1953 martyrs et 6303 blessés depuis le 2 mars dernier, dont 65 décès et 211 blessés enregistrés au cours des seules dernières 24 heures. Les forces d'occupation maintiennent leur présence sur 5 points stratégiques et poursuivent leur violation, entravant ainsi l'application effective des clauses de retrait des zones frontalières. Et ce samedi, de nouvelles frappes sionistes dans le sud du pays ont fait 10 martyrs, dont 3 secouristes selon le ministère de la Santé. Les raids ont visé une dizaine de localités, principalement dans le district de Nabatillé, touchant des membres de la défense civile et du comité islamique de la santé. Beyrouth dénonce des attaques systématiques contre le personnel médical depuis le début du conflit le 2 mars dernier. Cette escalade survient au lendemain d'une journée meurtrière ayant fait une dizaine de martyrs parmi la sécurité de l'État. Une cérémonie solennelle s'est tenue à Saïda pour honorer 13 officiers de la sécurité d'État libanaise, victimes d'une frappe sioniste sur leur bureau de Nabatillé. Cet hommage, marqué par une profonde émotion nationale, s'est déroulé devant une foule de proches et de membres des forces de sécurité. La barbarie sioniste a atteint un seuil très critique mercredi dernier, causant plus de 300 décès en une seule journée, principalement à Beyrouth. Cette escalade de meurtrières souligne l'aggravation dramatique de la crise sécuritaire dans la région, voulue par l'entité sioniste. Le Liban traverse une nouvelle phase de fortes tensions sur fond d'intensification des frappes et de crispation régionales entre escalade sur le terrain et le rôle central des États-Unis dans la médiation. Le pays se retrouve pris dans un rapport de force régionale dont l'issue reste incertaine, comme nous l'explique Maria Schouyer.
Depuis plusieurs jours, les frappes sionistes se multiplient sur le territoire libanais, ravivant les tensions au Moyen-Orient. À Beyrouth, l'incertitude domine, alors que des négociations sont attendues dans les prochains jours entre le gouvernement libanais et l'entité sioniste. Et face à cette escalade, le regard se tourne vers Washington, acteur clé du jeu diplomatique. Dans ce climat tendu, les Libanais tentent de préserver un semblant de normalité, entre sorties en mer, parties de raquettes et moments de répit arrachés au quotidien. À mon avis, Israël utilise le Liban comme prétexte. Si les Américains sont sincères dans les négociations, le Liban en fera partie. Et s'ils ne le sont pas, ils savent que les Iraniens ne les accepteront en aucun cas. Donc, s'ils n'acceptent pas, nous allons avoir droit à une nouvelle guerre. Dans les quartiers sud de Beyrouth, les explosions résonnent encore, laissant derrière elles des immeubles endommagés, des familles déplacées et un climat de panique. Au Liban, une conviction s'installe depuis maintenant un bon moment. Le pays serait devenu un terrain de pression dans un jeu régional qui le dépasse. Fragilisé, le pari du dialogue semble plus incertain que jamais, tandis que le quotidien des Libanais replonge dans la peur et l'incertitude. Cette trêve, si le Liban n'y est pas inclus, ne pourra aboutir sans négociation et sans un engagement ferme de ces jeunes hommes qui se tiennent en première ligne pour défendre le Liban. Il n'y aura pas d'autre solution. Personne n'aime les combats. Nous ne préconisons pas les affrontements, mais nous souhaitons avant tout un cessez-le-feu. L'Iran a refusé de participer à ces négociations, qu'elles se déroulent à Islamabad ou non. Sa principale condition, la première qu'il a posée à la veille des négociations, était l'arrêt des combats sur tous les fronts, y compris le front libanais, et c'est un honneur pour nous. Le Liban, désormais devenu un levier dans des négociations dépendantes de l'issue d'une guerre qu'il n'a pas choisie et qui ne l'a pas épargnée, se retrouve au cœur d'un rapport de force qui le dépasse. Entre pression internationale et enjeux géopolitiques, la voie diplomatique reste étroite. Reste à savoir si cet équilibre tiendra ou s'il cédera sous le poids des tensions. Dans une intervention accordée jeudi à la chaîne chinoise CGTN, Ali Al-Dailami, membre du bureau politique Houthi d'Ansar Allah, a alerté sur une intensification majeure des conflits au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient alors que l'entité sioniste poursuit son agression criminelle au Liban, malgré l'annonce diplomatique d'une trêve. Le responsable Houthi a défini le soutien à l'Iran, au Liban et à la Palestine comme une ligne rouge inébranlable, avertissant que toute agression contre ses alliés entraînerait une riposte coordonnée. La coordination au sein de l'axe de la résistance se poursuit, notamment face à l'hégémonie américaine et sioniste. Cet axe fondé sur la résistance à l'impérialisme et à l'occupation sioniste continue donc de se développer. Nous sommes solidaires de la République islamique d'Iran, de la résistance du Liban et de la Palestine. C'est une position de principe inébranlable, une ligne rouge à ne pas franchir. Quiconque la franchira s'exposera à un soutien indéfectible à la résistance, aux côtés du Liban, de la Palestine, de la République islamique d'Iran, de l'Irak et de tous ceux qui résistent à l'impérialisme américain et à l'occupation sioniste. Lors du forum European Pulse, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a exhorté l'Union européenne à intervenir pour prévenir une escalade au Liban, similaire à la crise de Rafah, invoquant le respect du droit international. Il a plaidé pour une cohérence diplomatique accrue et a réitéré sa demande de suspension de l'accord d'association avec l'entité sioniste au motif que les clauses relatives aux droits de l'homme ne sont plus honorées par l'agresseur sioniste. Ayer, el gobierno de España y yo mismo planteé el que por coherencia no permitamos una nueva Gaza. Ne permettons pas la création d'un nouveau Gaza au Liban, car face aux violations flagrantes du droit international humanitaire, l'Europe se doit d'agir avec cohérence si elle veut que le reste du monde se tourne vers elle et la soutienne. Hier, le gouvernement espagnol et moi-même avons proposé que par souci de cohérence et aussi par empathie, l'Union européenne suspende son accord d'association avec Israël,
car il est clair qu'elle bafoue et viole de nombreux articles de cet accord, notamment ceux relatifs au respect du droit international et du droit humanitaire. Raza, justement, parlons-en. Au 11 avril 2026, le bilan du génocide sioniste dans l'enclave palestinienne s'établit à 72 328 martyrs et 172 184 blessés, majoritairement des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, 749 nouveaux assassinats et 2082 blessés ont été recensés. Les corps de 759 victimes ont été extraits des décombres où des milliers de disparus sont encore signalés. Une frappe aérienne sioniste a fait au moins 6 martyrs ce samedi vers 2 h du matin dans le camp d'El Boureij, visant un poste de sécurité situé dans la zone de démarcation dite ligne jaune. Cette énième tuerie illustre le non-respect par l'occupant sioniste de la trêve conclue en octobre dernier. Dans la bande de Raza, les étudiants retrouvent les salles de classe dans des conditions déplorables. Les cours se déroulent dans des bâtiments endommagés et des abris de fortune dans un contexte de grave pénurie de manuels scolaires et de ressources suite à la destruction de la plupart des infrastructures éducatives par les attaques sionistes. Amel Amezan Zitouni. Sans chaise ni table, ces jeunes Razaouis assistent aux cours. La classe se déroule dans ce bâtiment endommagé, la plupart des infrastructures éducatives étant détruites par les bombes sionistes. Ces étudiants tentent de retrouver une vie normale et de poursuivre leurs études depuis le cessez-le-feu. Mais les conditions précaires dans lesquelles ils se retrouvent ne sont pas encourageantes. Notre situation est très difficile et pénible. Les transports sont rares. Se procurer des fournitures de bureau est très compliqué. Et notre situation financière est également précaire. La vie est épuisante et douloureuse. Les élèves peinent à se rendre en classe. Il n'y a pas assez de places assises, ni de fournitures scolaires ou de livres. Les élèves sont pris au piège dans des conditions extrêmement difficiles qui ne sont pas propices à l'apprentissage. Dans la bande de Raza, beaucoup de tentes de fortune et de bâtiments universitaires endommagés se sont transformés en salles de classe. Nombre de ces espaces servent également de refuge aux familles déplacées, brouillant ainsi la frontière entre les environnements de vie quotidienne et d'apprentissage. Avant, je rêvais de devenir cardiologue, mais tout a changé. Avant la guerre, nous avions des écoles et des universités. Maintenant, nos écoles ne sont plus que des tentes et des décombres. Selon le bureau des médias du gouvernement de Raza, 165 établissements d'enseignement ont été détruits et 392 endommagés après plus de 2 ans de génocide. Les jeunes Razaouis n'ont plus le choix que d'apprendre dans n'importe quel point d'apprentissage disponible. Plus de 86 000 élèves reçoivent actuellement un enseignement dispensé par 2600 enseignants. Ces points d'apprentissage sont de simples tentes où les élèves s'assoient par terre, sans tableau noir ni manuel scolaire. Entre des étudiants qui se battent pour étudier et des enseignants qui continuent de travailler dans des conditions extrêmes, l'avenir de l'éducation à Raza est en péril. De nombreuses personnes se sont rassemblées vendredi dans les rues de Rome pour rendre hommage aux jeunes victimes du génocide sioniste à Raza. Au cœur de cette manifestation, un linceul de 150 mètres de long portait les noms de plus de 18 000 enfants tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023 et le 31 juillet 2025. Le cortège était ouvert par une banderole arborant le slogan « N'oubliez aucun nom ». Cette injonction à la mémoire est tirée des écrits de l'auteure italienne Paola Caridi. Présentée lors de l'événement, l'écrivaine a décrit ce suaire comme un objet fragile dont la portée symbolique crie avec force l'inacceptabilité du génocide. N'oubliez pas un seul nom parmi les plus de 21 000, bientôt 22 000 enfants tués par les Israéliens à Raza. Ce linceul est d'une certaine manière un geste d'une profonde compassion créé par une association de Tolmezo dans la province du Din, nommée Carnia for Peace. Ils ont eu l'idée de transcrire à la main, un par un, les noms des 18 457 garçons et filles tués jusqu'au 31 juillet 2024, en moins de 2 ans.
Cela signifie que ce murmure, cet objet fragile, crie en réalité de toutes ses forces que le génocide ne peut être accepté. Et c'est ce qui unit les personnes ici présentes. Dans le cadre d'un entretien accordé à la chaîne de télévision catholique francophone KTO, Monseigneur Michel Guillot, évêque de Constantine et Ypres, est revenu sur les enjeux de la visite apostolique du pape Léon XIV en Algérie. Le responsable diocésain a souligné que le déplacement historique est avant tout placé sous le signe de l'amitié et de la fraternité envers le peuple algérien. Monseigneur Guillot a tenu à lever toute ambiguïté sur la nature de ce voyage, précisant que le déplacement du pape Léon XIV ne s'inscrit pas dans le cadre d'un pèlerinage personnel sur les traces de Saint-Augustin, mais vise à aller directement à la rencontre des Algériens à travers plusieurs régions du pays. Regardez. Mais cette fois-ci, donc, il ne vient pas d'abord en pèlerinage personnel sur Saint-Augustin, il vient à la rencontre du peuple algérien. Voilà. Et c'est un des défis que l'Église ne le kidnappe pas pour une rencontre avec lui. Il y aura une messe à Annaba, une grand-messe, et puis une rencontre avec l'Église et ses amis à Notre-Dame d'Afrique à Alger, mais qui a aussi possibilité d'autres rencontres, même s'il y a des amis musulmans qui vont sûrement participer autant avec nous dans nos basiliques, mais, ou à l'extérieur devant des écrans, mais qui a aussi des moments où ils puissent rencontrer le peuple algérien. Les papes, quand ils vont quelque part, ils ne vont pas simplement rencontrer les leurs, mais ils ont un message voilà, aussi d'amitié, de fraternité avec les peuples. Et ça, c'est très important. Et les Algériens le sentent. Ils ont bien sûr une fraternité, une connivence tout à fait particulière avec Léon XIV, comme fils d'Augustin, comme eux, mais ils ont aussi une forme de profond respect des papes, la figure des papes, dont ils sentent qu'ils ne travaillent pas que pour leur bergerie, que pour les leurs, mais que vraiment sont au service de l'humanité. Monseigneur Guillot a mis en avant le caractère stratégique de l'Algérie comme terre d'accueil pour la visite du souverain pontife. Il a précisé que l'État algérien a déployé d'importants dispositifs logistiques et institutionnels afin d'assurer la pleine réussite de cet événement au rayonnement historique. Pour les Algériens, c'est aussi une reconnaissance. Le peuple algérien a une valeur, vaut le coup d'être rencontré, le pays vaut le coup d'être visité, et c'est une joie, un honneur pour le peuple algérien, et qui veut qu'il soit bien reçu. Et les autorités, à commencer par les autorités, qui tiennent à honorer. Et quand les Algériens reçoivent, alors c'est beau. Je vous le disais en titre tournant historique pour la Libye, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État viennent de signer le tout premier budget unifié du pays depuis plus de 13 ans. Dans un communiqué publié ce samedi, la Banque centrale de Libye a salué cet accord, précisant que la validation de ce budget par les deux instances législatives rivales constitue un levier majeur pour renforcer la stabilité financière. Cette étape est décrite comme un progrès concret vers l'unification de la politique budgétaire et une gestion plus rigoureuse des fonds publics. La Banque centrale de la Libye exprime sa satisfaction suite à la signature de l'annexe numéro 1 de l'accord de développement unifié. Ce document entérine l'adoption des tableaux généraux des dépenses publiques de l'État libyen. Il s'agit d'une étape décisive qui témoigne d'un progrès réel vers l'unification de la politique financière et renforce la discipline dans la gestion des deniers publics. Et tout autre chose à présent, une attaque de drone présumée russe à Odessa a tué 2 personnes et endommagé des infrastructures clés. Malgré l'imminence d'un cessez-le-feu de Pâques, les frappes ont touché des zones résidentielles, détruisant une maison et provoquant des incendies. Volodymyr Zelensky a prévenu que l'Ukraine répondrait de manière symétrique à toute violation de la trêve. Kiev qui se dit prêt à prolonger ce calme si la Russie cesse ses agressions. La Russie et l'Ukraine ont réalisé ce samedi un échange record de 350 prisonniers de guerre libérant chacun 175 combattants dans un geste humanitaire sans précédent. Cette opération d'envergure s'inscrit dans le cadre d'une trêve exceptionnelle conclue pour la Pâque orthodoxe. Parmi les rapatriés figurent de nombreux soldats capturés dès le début du conflit. Ce dénouement apporte un immense soulagement aux familles et marque une étape diplomatique symbolique avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu temporaire.
Et un mot de culture avant la fin de cette édition. Alger a accueilli cet après-midi la 16e édition des rencontres euro-algériennes des écrivains, un événement d'envergure organisé par la délégation de l'Union européenne en Algérie. Placé sous le thème évocateur la Méditerranée au fil des mots, cette édition a réuni des auteurs des deux rives autour d'une plateforme d'échange et de réflexion privilégiée. Au-delà de la célébration des lettres, cette rencontre ambitionne de consolider le dialogue interculturel entre l'Algérie et l'Europe, réaffirmant la littérature comme un langage commun et un vecteur essentiel de rapprochement. On a créé un espace de rencontre, un lieu de rencontre où des auteurs, des écrivains européens, de plusieurs pays européens et algériens, et d'ailleurs pas seulement d'Alger, aussi d'Oran et d'autres villes, viennent débattre sur un thème commun. Et ici, on a choisi la Méditerranée, parce que du point de vue géographique, on a ça en commun. On le voit tous les jours et on voulait voir quels sont les messages, le langage, l'univers qui se crée autour de la Méditerranée. Je suis là très heureuse d'avoir participé à cet événement, d'avoir échangé pour savoir comment ça se passe de l'autre côté. Et nous sommes tombés sur beaucoup de points de convergence entre nous, comme quoi cette Méditerranée est un vivier qui nous est commun. Et ça serait, bien sûr, il y a des petites différences, mais aussi beaucoup de similitudes. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de les partager. Pour moi, c'est très important. Je suis très heureux de pouvoir être ici en Algérie parce que pour la Tchéquie, l'Algérie étant un pays avec il y a une tradition des relations culturelles, politiques, économiques, d'en travailler, de cultiver d'amitié et de collaboration dont on a parlé aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir être ici, d'être en contact avec des écrivaines algériennes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.